Chacun et chacune d'entre vous, bienvenue à ce webinaire consacré à l'intégration du numérique à l'école et au numérique pédagogique. Nous allons avoir l'occasion durant 1 heure, 1 heure quart de regarder, de discuter les résultats du dernier rapport qui a été publié à la demande de la Fondation Rabaudouin et réalisé par le CRIFA de l'Université de Liège. Alors vous êtes près de 250 à nous suivre à l'instant, donc à suivre ce webinaire. Vous êtes enseignant, vous êtes directeur d'établissement, responsable politique, député, membre de cabinet, chercheur, responsable d'ASBL. Merci de nous avoir rejoints et nous sommes très heureux en tant que Fondation Rabaudouin de vous accueillir. Alors avant de commencer, 2-3 aspects techniques. Premièrement, pour vous dire qu'il y a donc une fonction chat qui est ouverte durant toute la durée du webinaire, auquel vous pouvez déjà poser vos questions. Ensuite, vous rappelez que le rapport dont nous allons parler aujourd'hui est disponible sur le site de la Fondation Rabaudouin depuis quelque temps déjà. Et donc, n'hésitez pas à le consulter et à le partager. Et puis, le dernier point, c'est pour vous dire que ce webinaire est enregistré et sera diffusé via les canaux de la Fondation dans les prochains jours. Alors, pour sauter tout de suite dans le sujet, eh bien, en Belgique, la fracture numérique touche fortement aussi les jeunes. Et les élèves ont finalement très peu l'occasion d'utiliser le numérique en classe, donc les TIC, les technologies de l'information et de la communication, ils y sont assez peu exposés. On va y revenir. Mais donc, face à ce double constat, depuis quelques années, l'introduction du numérique dans l'école s'est imposée et s'est accélérée. Face à ce besoin de renforcer l'introduction du numérique à l'école, la Fondation Rabaudouin soutient depuis maintenant 4 ans, depuis ses débuts, la SBL EduKit, aux côtés d'autres acteurs philanthropiques et aux côtés également de la Fondation pour l'enseignement, en partenariat avec les 5 réseaux de l'enseignement francophone. Alors pourquoi ce choix? La Fondation a décidé de soutenir la SBL EduKit, d'une part parce qu'elle a développé une approche systémique sur l'ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, une approche systémique par école également, combinant à la fois un accompagnement sur le volet équipement et puis un accompagnement sur le volet formation des enseignants. Et c'est cette combinaison qui nous a semblé extrêmement prometteuse. Ensuite, une autre particularité du projet, c'est que le projet repose sur ce qu'on appelle le modèle 1 pour 1, où chaque élève, chaque classe et chaque année et école sont équipés du même matériel, ce qui offre aussi une série d'avantages qu'on va voir durant cette heure. Et depuis cette orientation, ce choix du modèle 1 pour 1 est en cours de généralisation au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, depuis 4 ans, il y a eu de belles avancées. Aujourd'hui, en 2023, ce sont 101 écoles qui ont bénéficié de cet accompagnement. Soit cet accompagnement a été directement assuré par des technopédagogues de la SBL EduKit, soit par des tiers, souvent du personnel des réseaux, formés en amont par les équipes d'EduKit. Au total, ce sont quand même plus de 25 000 élèves qui ont pris part à ce projet et environ 7 000 enseignants qui ont été formés. Alors, en plus de ce soutien financier, depuis le départ, il nous a semblé, à nous, Fondation Rabaudouin, absolument indispensable d'évaluer l'impact que pouvait avoir cette intégration du numérique pédagogique. Et on voulait apprendre différentes choses. La première, c'était voir comment le numérique pédagogique allait transformer l'apprentissage des élèves, et on va en parler, mais voir aussi comment la manière de donner cours allait évoluer avec ces outils, regarder la dynamique de l'école, est-ce que ça change quelque chose, est-ce qu'il y a des nouvelles dynamiques qui se mettent en place, et puis de regarder aussi le soutien et l'intérêt des parents sur un tel projet. Alors pour ça, donc, nous avons fait réaliser une étude par le CRIFA de l'Université de Liège qui va vous être présentée. Et je voudrais insister sur le fait qu'il s'agit d'une étude vraiment d'une grande ampleur, puisqu'elle a mobilisé de nombreuses écoles, plus de 21 écoles, dont la moitié, ça s'est étalé sur 3 années, donc ça a été aussi une étude longitudinale. Et il y a plus de 4 000 questionnaires qui ont été répondus, soit par les enseignants, soit par les élèves, soit par les parents. Donc c'est quelque chose d'assez massif. Le but de cette étude, c'est vraiment d'objectiver l'impact de ce modèle, de tirer les facteurs de succès et de diffuser les leçons de ces expériences comme nous sommes en train de le faire pour l'instant. Alors, je vous présente dans le studio Lionel Biatour, qui est donc chercheur au CRIFA, et Philippe Van Oppem et Daniel Verhoekstraat,
Vous êtes tous les deux donc les cofondateurs d'Eduquit et vous allez nous présenter un petit peu quelle est la mission de l'ASBL. En fait, on pourrait vous définir un peu comme une paire d'entrepreneurs idéalistes qui a voulu faire entrer le numérique parmi les outils pédagogiques du quotidien pour les élèves, mais aussi pour les enseignants dans les écoles francophones belges. Merci. Oui, effectivement, avec Philippe, notre objectif au départ, c'était d'utiliser l'énergie entrepreneuriale qui était celle qu'on avait eu l'occasion d'appliquer dans notre passé professionnel, avec le souhait d'avoir un impact sociétal qui soit maximum. Et ce qui nous a frappé en 2018, quand on a commencé à réfléchir à ce projet, c'est que le numérique était présent dans énormément de domaines de nos vies, mais finalement très peu dans les écoles, et en particulier dans les écoles de nos enfants. Et pour nous, ça posait question, tant on est convaincu que le numérique peut être à la fois une chance pour l'école et en même temps une responsabilité pour les écoles. Et cette intuition, au départ, en 2018, eh bien, on a aujourd'hui des chiffres pour la soutenir, des chiffres qui montrent que, comme le révélait l'étude de la Fondation Roi-Baudouin en septembre dernier, eh bien, qu'un jeune sur 3 quitte l'école sans les compétences numériques qui sont nécessaires pour la suite de son parcours. Ils sont même un Belge sur 2 en situation de vulnérabilité numérique. Donc c'est évidemment énorme. Et derrière ces moyennes, ces chiffres, eh bien, il y a également des disparités qui sont importantes selon le milieu socio-économique, selon le milieu familial dans lequel grandissent l'enfant. Et donc c'est vraiment une problématique qui est importante à ce niveau-ci. Et c'est une problématique qui est importante parce que cette vulnérabilité numérique, elle affecte effectivement la capacité de tous ces jeunes et ces moins jeunes à participer pleinement à la vie sous tous ces aspects professionnels, mais également dans les contacts avec des administrations, etc. Et cette situation, elle ne vient pas pour nous de nulle part, elle est liée à une situation également dans les écoles. Et il y a un chiffre qui nous a beaucoup interpellés quand on a eu l'occasion d'en être conscient, c'est que, comme le montre une étude de l'OCDE en 2018, la Fédération Wallonie-Bruxelles, en 2018, était la région d'Europe où le numérique était le moins sollicité, le moins utilisé par les élèves en classe. Et donc, de façon assez nette, puisque seulement 19% des enseignants disaient laisser souvent ou toujours leurs élèves utiliser le numérique en classe, loin derrière la région flamande, mais également loin, par exemple, des pays nordiques qui étaient plus avancés sur ces questions. Donc ça, c'était vraiment le point de départ de notre projet. Alors, le projet Rentrée numérique qu'on a démarré avec l'ASBL en février 2019, avec comme objectif, 1, de réduire cette fracture numérique, et 2, aussi, d'enrichir les pratiques pédagogiques des enseignants. Dans le pacte pour un enseignement d'excellence, dont on parle beaucoup actuellement, il y a 2 éléments qui sont super importants pour nous. C'est l'importance aujourd'hui pour l'école d'enseigner les savoirs et les compétences du XXIe siècle. Et le digital en est une. Il y en a d'autres, mais c'est une importante. Et on a souvent l'impression que les jeunes sont très compétents au niveau digital et ils sont compétents au niveau de l'usage du smartphone, des réseaux sociaux, TikTok, Snapchat et toutes ces applications-là, mais très peu quand il s'agit d'utiliser le numérique à d'autres fins. Et deuxièmement, favoriser le plaisir d'apprendre. En fait, on se rend compte que c'est un média qui leur parle terriblement. Et comme il leur parle, ils sont enclins à l'utiliser, ça les motive, ça les drive. Et donc, c'est important de pouvoir l'intégrer à l'école de manière à ce qu'ils puissent s'en saisir et en connaître un petit peu tous les tenants et les aboutissants. Alors, ce projet, on ne l'a pas créé seul. On l'a créé dès le départ via et grâce à la Fondation pour l'enseignement avec l'ensemble des réseaux de l'enseignement francophone. Et on a un comité de pilotage qui se réunit régulièrement pour s'assurer que le projet évolue dans la direction que les acteurs de terrain veulent voir venir. Alors, il se déploie sur 4 grandes dimensions. La première, c'est la dimension de l'école. Il y a eu énormément de projets au niveau numérique dans le monde scolaire sur les 20 dernières années, mais qui étaient souvent 2-3 profs motivés qui démarraient un projet particulier dans l'école avec 1 ou 2 classes. On se rend compte que les retombées d'un tel projet sont très chouettes pour les élèves qui sont touchés, mais pour les autres, il n'y a rien. Et donc, c'est important de capitaliser sur une volonté d'école, avec leur plan de pilotage, entre autres, pour voir quelles sont les choses qui doivent être mises en place et pour mettre toute l'école en mouvement. Ensuite, il y a 3 piliers fondamentaux pour nous
qui sont indissociables les uns des autres. Le premier, c'est l'accompagnement des enseignants. Donc, en fait, c'est hyper important de pouvoir aider les profs et les prendre par la main pour leur apprendre comment utiliser le numérique en classe. Et on fait ça de manière totalement individuelle. Donc, c'est des accompagnements. Un prof d'histoire qui n'a jamais utilisé le numérique n'a pas les mêmes besoins qu'un prof de maths qui l'utilise régulièrement. Et donc, on accompagne chaque prof pendant 1 an de cette manière-là. Deuxièmement, il faut du matériel. Faire du digital sans digital, c'est compliqué. Donc, il faut que les élèves soient équipés. Il faut que les profs soient équipés, mais il faut également qu'il y ait du matériel de projection et du Wi-Fi dans l'école. Alors, le matériel des élèves, la Fédération en ligne Bruxelles s'en est saisie. Et donc, aujourd'hui, il y a un cofinancement, 150 € qui est prévu par la Fédération en ligne Bruxelles pour tous les élèves qui se lancent dans un projet 1 pour 1 avec leur école, qui permet d'alléger la facture pour les parents. Et il y a un fonds de solidarité en plus qui le paye pour les gens qui ne savent pas payer le solde. Troisième pilier, la plateforme pédagogique. Je ne vais pas en parler de trop maintenant parce qu'il y en a plein de différentes, mais c'est fondamental qu'il y en ait une au sein des écoles. En fait, ces 3 piliers, soit on les attaque en parallèle et tous de front, soit on ne fait rien. Mais ça ne sert à rien de mettre du matériel sans que les profs puissent s'en saisir, ça ne sert à rien de former les profs s'il n'y a pas du matériel dans les écoles. Donc c'est vraiment, tout doit être déployé de manière concomitante. Alors on a plus de 100 écoles qui ont fait le mouvement maintenant, plus de entre 8 et 9 000 enseignants qui ont été formés et 25 000 élèves, même un peu plus, qui sont aujourd'hui équipés d'un ordinateur dans les écoles de la Fédération en Bruxelles. Super. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de réexpliquer les fondamentaux de votre projet. Maintenant, je voudrais passer la parole à Lionel Biatour, donc du CRIFA, donc le Centre de recherche de l'Université de Liège. Donc, c'est le centre de recherche sur l'instrumentation, la formation et l'apprentissage. Et donc, vous avez mené cette année et l'année précédente 2 études pour la Fondation Rabaudouin. Ce rapport-ci qui est présenté aujourd'hui, c'est vraiment la synthèse des 3 années, donc des 3 rapports. Et ça permet d'avoir vraiment une vue sur l'effet sur le long terme. Si on peut dire que 3 années, c'est long, mais en tout cas de le mesurer déjà sur 3 années. Et donc Lionel, encore merci à vous et à vos équipes pour le gros travail qui a été fait. C'est un gros travail. Et donc on vous laisse maintenant présenter en 25 minutes à peu près les grands messages. Alors il y a la frustration qu'on ne pourra pas tout aborder, mais Lionel va essayer de vous faire un condensé, une synthèse des principaux messages. Merci Lionel. Merci à toi Quentin. Et encore une fois, merci pour l'invitation dans ce chouette studio. C'est un plaisir de pouvoir partager les résultats de cette étude. Et c'est un sacré challenge aussi pour moi, effectivement, de le faire en 25 minutes. De ce fait, je ne m'attarde pas plus longtemps. Je vais vous présenter alors les résultats de l'évaluation de l'impact du dispositif 1 pour 1 mis en place dans le cadre du projet Rentrée numérique, et notamment au travers de 6 questions. À la fois la fréquence d'utilisation, mais aussi les pratiques pédagogiques des enseignants, l'engagement des élèves et les conditions ainsi que le climat d'enseignement d'apprentissage. Dans la perspective aussi de collecter la perception des acteurs par rapport aux différents éléments du dispositif, avec la volonté d'extraire toute une série de recommandations et perspectives pour l'avenir. Avant de rentrer vraiment dans les détails, je vous propose simplement quelques chiffres, à savoir qu'effectivement, comme Quentin l'évoquait tout à l'heure, c'est une étude qui a été menée durant 3 ans, qui a mobilisé plus de 4700 personnes, et elle est mixte à différents égards, mais retenons simplement le fait que l'étude se veut à la fois qualitative et quantitative. Donc des entretiens et des questionnaires ont été menés au niveau des différents publics qui ont pu participer à ces enquêtes. Comme toute étude, elle comporte des limites. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette slide qui, somme toute, est très dense. Sachez juste qu'il existe des limites au niveau de l'échantillon et au niveau du type de données. Si ça vous intéresse, je vous invite à parcourir en détail le rapport tel qu'il vous a été présenté. Ce qui m'amène à vous parler de la première question, finalement, qui a bercé l'étude, à savoir l'impact sur la fréquence d'utilisation du numérique. Qu'est-ce qui ressort? C'est qu'on observe un bond de la fréquence d'utilisation en classe par les élèves. Donc après 1 an, ici, on voit qu'on passe de 10% à 61%. Donc on démultiplie par 6 l'utilisation quotidienne ou hebdomadaire de l'élève en classe. Alors, ce résultat permet aussi de pouvoir envisager l'étude longitudinale ici, finalement. C'est ce que présente le second graphique, à savoir que après la disparition de l'effet de nouveauté, on constate qu'il y a toujours un taux une fréquence d'utilisation qui reste somme toute très élevée après 2 voire 3 ans dans le projet. L'usage à la maison est également plus fréquent. Ici, on voit qu'il y a une augmentation de plus de 21% entre le temps 0 et le temps 1 pour l'utilisation hebdomadaire ou quotidienne des élèves de leur ordinateur. Néanmoins, il ressort que les élèves souhaitent que les enseignants utilisent davantage l'ordinateur en classe. Ici, on voit que pour plus de 48% des élèves sont en faveur d'une utilisation plus
Voilà, qu'il y ait plus d'utilisation de l'ordinateur en classe. Cela se témoigne également lorsqu'on compare les différentes cohortes, donc une école au temps 0 par rapport à une école au temps 1, tandis qu'il y a d'autres écoles qui sont là depuis 2 ans, voire 3 ans dans le projet. C'est un résultat qui ressort de manière générale pour l'ensemble des élèves interrogés. Je parlerai ici maintenant de la seconde question, à savoir l'impact sur les pratiques pédagogiques des enseignants. Alors, ne vous tracassez pas, il y a beaucoup d'informations, mais je vais essayer d'être très bref et très clair par rapport aux résultats qui sont promulgués ici. Il faut juste savoir que les usages du numérique par les enseignants sont très variés, mais on pourrait ressortir vraiment 4 grosses catégories. La plus grosse catégorie, finalement, au niveau de la fréquence d'utilisation, les outils qui sont principalement utilisés concernent des usages hors classe, à savoir l'ordinateur lié à la préparation des cours, ou encore des outils de communication digitale avec les collègues, la direction, ou encore des outils de gestion scolaire. Ça, c'est un des premiers résultats, si on doit découper le tableau ici en 4 parties. La seconde partie concerne plutôt l'enrichissement des cours. On utilisera l'ordinateur pour enrichir les cours au niveau des supports, au niveau des ressources à disposer en ligne à destination des étudiants, etc. Des outils moins fréquemment utilisés, ce sont plutôt les outils qui sont en lien avec la matière plus spécifique, à savoir les quiz en ligne en classe ou des outils collaboratifs. C'est un peu relégué au second plan si on en croit les résultats ici qui sont affichés. On peut également constater que d'autres outils sont très peu utilisés, à savoir les réseaux sociaux en classe, à titre d'exemple, ou la plateforme e-classe de la Fondation, excuse-moi Quentin, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et non de la Fondation. Je continue. Alors, 3 enseignants sur 4 considèrent également que le projet enrichit leur cours. Je vous parlais des différentes ressources mises à disposition des élèves. Et bien, pour 76% d'entre eux, les enseignants utilisent effectivement l'ordinateur afin d'enrichir leur cours et leur support de présentation. Un enseignant sur 3 met en place des activités de différenciation et ou de remédiation. Sachant qu'ici, les résultats sont à nuancer parce qu'il y a aussi un tiers des enseignants qui finalement ne mettent pas en place ce type d'activité. Sachez également, ça n'apparaît pas dans la dia, mais que 50% des enseignants promulguent davantage de feedback ou de rétroaction à leurs étudiants. Les élèves et les enseignants considèrent que l'ordinateur améliore leur communication. Ça, c'est un point qui ressort aussi de l'étude, à savoir que 69% des élèves estiment pouvoir mieux communiquer avec leurs enseignants, ce qui est vrai aussi de la part des enseignants vis-à-vis des élèves. Voici pour le deuxième point. Le troisième point concernera plutôt l'impact sur l'engagement des élèves dans leur apprentissage. Ce qui ressort finalement, c'est que 2 tiers des élèves et des enseignants considèrent que le dispositif contribue à motiver les élèves à apprendre. Alors, vous allez dire que je prends beaucoup de pincettes. Néanmoins, la motivation, c'est une chose. C'est un état de fait. 64% des élèves estiment être plus motivés. Néanmoins, la motivation, ce n'est pas forcément l'outil qui est motivant en soi, mais bien l'usage qu'on va en faire. Alors, ce serait bien si on pouvait continuer à mener cette étude, voir si cet effet de motivation perdure sur le long terme, ce qui pourrait potentiellement signifier que les usages qui en sont faits par les enseignants et les élèves contribuent à motiver effectivement les élèves à apprendre. Il en va de même pour la concentration finalement. On s'aperçoit que l'ordinateur peut affecter effectivement la concentration des élèves. Pour 52% d'entre eux, ils estiment effectivement se sentir moins concentrés. Encore une fois, est-ce que c'est l'ordinateur qui fait que les élèves se sentent plus déconcentrés ou est-ce que c'est la manière de mettre l'élève finalement dans une logique active qui va faire que l'élève aura envie d'être déconcentré finalement, de s'écarter de la matière? Donc là, piste de réflexion, encore une fois, potentiellement à exploiter à la suite. On proposerait alors plutôt de réfléchir plutôt à une charte de bon usage de numérique en se disant, tiens, quand on utilise l'ordinateur, c'est peut-être pas tout le temps, mais à des moments clés en se disant, là, potentiellement, ça va permettre à l'élève de se concentrer davantage en le mettant dans une logique plus active et de mobiliser cette connaissance différemment. Encore une fois, il s'agit d'hypothèses qui mériteraient d'être vérifiées à la suite dans une prochaine étude. Pourquoi pas ? Alors, selon 61% des élèves, l'ordinateur les aide à comprendre la matière. Alors, autre hypothèse, on peut émettre l'hypothèse selon laquelle, vu que les supports de cours sont améliorés, vu qu'il y a d'autres ressources qui sont mises à disposition des élèves, la manière d'envisager la compréhension de certains concepts s'en voit améliorée parce qu'il y a potentiellement l'intégration de vidéos ou l'intégration d'autres ressources qui sortent un peu du format classique papier. Ce qui m'amène alors à parler du 4e point qui nous intéresse ici, à savoir l'impact sur le climat d'enseignement et d'apprentissage. Alors, qu'est-ce qui ressort? C'est que l'utilisation de l'ordinateur impacte les conditions d'apprentissage. Ça veut dire quoi finalement les conditions d'apprentissage?
c'est bien la manière d'appréhender le cours, la manière d'organiser ses notes, la manière d'étudier, la manière d'organiser finalement la matière. On voit que pour 63% des personnes interrogées au niveau des élèves estiment que oui, effectivement, l'usage de l'ordinateur impacte positivement les conditions de leur apprentissage. L'utilisation de l'ordinateur impacterait aussi positivement le climat d'apprentissage, à savoir le développement de l'entraide et de la collaboration entre élèves. Et il faut savoir aussi que près de 3/4 des élèves considèrent que le projet leur permet de travailler plus souvent en groupe. Il faut savoir aussi que 2 enseignants sur 3 considèrent que le projet a réduit certains de leurs freins dans l'utilisation du numérique. Vous voyez ici une série de freins qui apparaissent, qui sont le résultat finalement d'une analyse qualitative sur base des entretiens et des questionnaires qui ont été envoyés. Et il faut néanmoins épingler que 2 enseignants sur 3 considèrent que le projet a permis de réduire certains de leurs freins dans l'utilisation du numérique, donc de manière très globale. Et outre les problèmes techniques, on voit qu'il reste un peu moins de 30% des enseignants qui disent continuer de manquer de formation. On reviendra sur la question de la formation et de l'accompagnement à la suite dans les recommandations de la présente étude. Pour le point 5, qui concerne la perception des acteurs, élèves, parents, enseignants, direction, en lien avec les différents éléments du dispositif, ce qu'il ressort finalement, c'est que les enseignants et direction sont positifs sur l'accompagnement. Donc voilà, on voit 71% des enseignants disent que l'accompagnement est effectivement positif, 88% des directions. Alors c'est un résultat intéressant parce que finalement, il n'y a que 35% des enseignants qui ont pu bénéficier d'accompagnement individuel tout au long du processus au sein de ce projet, alors qu'ils sont 88% à confirmer que c'est une aide utile. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se dire ? Eh bien, nous avons pu nous entretenir avec certains enseignants qui nous disent potentiellement, bah oui, c'est soit le manque de temps qui fait qu'on n'a pas pu assister à tel ou tel accompagnement, c'est le fait qu'ils n'étaient pas au courant que cela était possible pour 59% d'entre eux, ou encore l'aspect suffisant des formations en groupe et non les accompagnements individuels, ou alors une préférence pour l'apprentissage autonome de manière autodidacte, ce genre de choses. Voilà. Alors, ce qui nous amène à penser qu'effectivement un accompagnement individualisé permettrait de soutenir les enseignants en vue de proposer une intégration innovante du numérique dans leur classe. C'est un des points qui semble essentiel dans la poursuite d'un projet de ce type. Voilà, je pense que je me suis trompé de slide, veuillez m'excuser. Je reviens sur la slide qui nous intéresse, à savoir que les acteurs considèrent l'équipement homogène 1 pour 1 comme la meilleure manière d'intégrer le numérique. Alors effectivement, il semblerait que l'ensemble des acteurs s'accordent sur le fait que ce soit à la fois le dispositif 1 pour 1 qui serait effectivement un facteur clé du succès de ce genre de projet, mais également le fait que la machine soit une machine homogène, ce qui nous permettrait de penser alors que les machines hétérogènes ou type bring your own device, si je puis dire, seraient moins performants finalement que ce que nous observons ici au niveau des données. Il serait intéressant de pouvoir creuser la question afin de vérifier les faits. Le projet est perçu favorablement par l'ensemble des acteurs. Donc ici, on a repris l'ensemble des piliers. On a posé la question aux différents acteurs, à savoir les enseignants, les parents, les directions et les parents, de manière à savoir si effectivement ils seraient d'accord de poursuivre le projet l'année prochaine ou simplement le regard qu'ils posent par rapport à ça. Il ressort effectivement que l'ensemble des acteurs s'accordent pour dire que le projet est positif. J'en arrive au dernier point de cette présentation. Je pense que je suis dans les clous au niveau du timing qui nous a été imparti. Et donc, du coup, j'arrive aux recommandations et perspectives. Alors, peut-être moins d'infos au niveau visuel sur les diapositives, mais plus d'infos orales à vous partager concernant les différents points. À savoir, un premier point, ce serait, au niveau des recommandations, de vraiment favoriser une approche par école en mobilisant l'ensemble des acteurs. À savoir qu'ici, il y a d'abord une séance d'information qui est donnée une rencontre qui est réalisée avec le directeur, pour ensuite arriver à une séance d'information collective au niveau des enseignants. Et s'il y a 70% d'adhésion des enseignants, alors le projet peut se lancer avec une information aux parents d'élèves et ainsi se poursuivre. Sachant qu'en mobilisant tous les acteurs, ce n'est pas uniquement les mobiliser en termes physiques ou de la réflexion, c'est vraiment leur faire prendre conscience qu'il y a aussi des enjeux finalement à l'intégration d'un projet de ce type. Ça, c'est une des premières recommandations. Une seconde recommandation serait le fait effectivement d'accompagner les enseignants. Ce qu'on voyait, ce que je vous présentais au niveau des résultats, c'est que les enseignants ne profitent peut-être pas suffisamment des accompagnements individuels qui leur sont proposés. Or,
il s'agit vraiment d'une pierre angulaire de la poursuite d'un projet de ce type pour pouvoir former l'ensemble des enseignants à l'usage de l'outil numérique en tant que tel, à degrés divers et variés, hein, soyons bien clairs. Et donc l'accompagnement des enseignants pourrait se traduire aussi par une approche, ou en tout cas faire perdurer l'approche disciplinaire, l'approche de matière et non globalisante, de manière à pouvoir répondre aux besoins qui sont réellement formulés par les personnes de terrain. Ce qui m'amène au troisième point, qui est en lien avec la connectivité finalement, le fait de veiller à une connexion Internet de qualité. Aujourd'hui, malheureusement, on se retrouve toujours avec une mauvaise répartition de la couverture réseau. Le baromètre d'éthique en fait état d'ailleurs que les débits observés sont encore très variables, excusez-moi, pour un usage pédagogique qui serait massif. Donc de ce fait-là, avoir une réflexion sur l'intégration de la connectivité en amont de ce genre de projet est essentiel pour la poursuite et la pérennité d'un projet de ce type. Avant-dernier point, le matériel informatique individuel, comme je l'évoquais également tout à l'heure, on remarque effectivement que l'ensemble des acteurs plébiscitent le modèle 1 pour 1. Donc équiper l'ensemble des élèves semble plus performant qu'un équipement des écoles. Ça semblerait au niveau des résultats que nous observons. Il est également important de prendre en considération que ce soit un matériel uniforme, donc homogène, qui exclurait alors les problèmes de compatibilité, ce genre de choses. Donc, avoir cette réflexion-là en amont est également essentiel au niveau des recommandations et perspectives. Pour les élèves, un gros point à traiter finalement, je vous parlais de la question de la motivation et de la déconcentration. Finalement, les meilleures recommandations qu'on pourrait formuler par rapport à ces deux points-là, ce serait effectivement, en tant qu'enseignant, réfléchir à la manière dont on va amener le cours, donc varier les méthodes et paradigmes d'apprentissage, de manière à ce que l'usage de l'ordinateur soit le plus optimal plutôt possible. Parce qu'il faut savoir qu'un enseignant qui peut estimer réaliser une telle séquence de cours en ayant en tête X plus-values, ce ne seront pas forcément les mêmes plus-values qui seront perçues par les élèves en tant que tels. Donc avoir cette réflexion-là est également important. Alors, j'ai juste brassé un petit peu les limites au début de la présentation. Je reviens juste sur une petite limite, à savoir que les réponses obtenues lors de la passation des questionnaires, il s'agit de sentiments auto-rapportés, finalement. Donc, il faut nuancer certains propos, notamment sur le degré, le sentiment de maîtrise de certaines compétences en lien avec l'ordinateur, l'usage de l'ordinateur. Donc, les élèves qui se sentiraient très compétents, ou en tout cas s'estimeraient effectivement l'être, cela serait intéressant de pouvoir voir en quoi ils le sont effectivement, notamment au travers de la mise en regard finalement des compétences qui sont mobilisées par les élèves, en regard des différents référentiels existants. Je pense au référentiel FMTTN ou encore au DISCOMP ou encore à la certification PIX qui permet à un moment donné de voir où en sont les compétences, la maîtrise des compétences des élèves, voire des enseignants avec le DISCOMP PEDU. Voilà pour le point concernant les élèves. J'en arrive au dernier point de cette présentation qui est la fixation finalement d'un cadre et des règles d'utilisation. Dans l'idéal, ce cadre et cette charte d'utilisation seraient co-construits avec les élèves de manière à ne pas la figer, mais plutôt l'envisager sur le long terme en se disant qu'il y a peut-être potentiellement des points qui peuvent changer, évoluer, se transformer. Peut-être à l'image de ce projet. Voilà, en tout cas, moi j'ai terminé. Je vous remercie beaucoup et je pense que nous sommes dans les temps. Donc, je passe la main à Quentin. Merci. Super, Lionel. Un grand merci. Je confirme, on est bien dans les temps. Encore merci à vous et merci encore à toute l'équipe. Et puis, on aura l'occasion de poser des questions un peu plus tard. Maintenant, je voudrais prendre un peu de temps pour accueillir deux invités sur le plateau à qui on va aussi poser des questions. On va un peu interagir maintenant. Donc, j'accueille Maria Pilar Carilla. Donc, vous êtes enseignante en langue moderne, en espagnol, si je ne me trompe, plus précisément à l'Athénée Royal Simone Weil à Beaumont, donc en province du Hainaut. Et votre école a intégré le projet depuis 2 ans. Et donc, ma première question pour vous, c'est finalement de nous dire, mais qu'est-ce que le fait de rentrer dans ce projet, qu'est-ce que ça a changé pour vous en tant qu'enseignante ? Oui, je voudrais d'abord dire que je suis rentrée dans le numérique il y a longtemps. C'était un besoin parce que en faisant beaucoup de projets e-twinning, Erasmus+, il fallait vraiment trouver les moyens de pouvoir travailler avec des élèves qui étaient dans d'autres pays. Et puis, le numérique est devenu vraiment une opportunité immense d'exploser notre créativité, notre façon d'enseigner.
et de communiquer et de créer de nouvelles façons dans lesquelles, pour rendre l'apprentissage plus actif pour les élèves. En fait, c'était vraiment une explosion de créativité parce que le numérique, ce n'est pas changer les feuilles par des écrans, c'est vraiment enseigner autrement. Et je pense que quand on est professeur, on doit apprendre. Et pour moi, c'était vraiment, j'ai appris énormément, j'ai appris beaucoup toute seule, en autodidacte, mais aussi en partageant, parce que le numérique rime avec partage, on n'est pas tout seul. Quand on crée des outils, on les partage, alors on devient vraiment une communauté globale. Donc pour moi, le numérique, c'est que, voilà, comme un très beau feu d'artifice ou un très beau arc-en-ciel qui a permis vraiment de renouveler ma façon d'enseigner. Super. Ben, merci beaucoup. Je vais revenir avec des questions vers vous un peu plus tard, mais je voudrais accueillir aussi Jean-Baptiste Pierret. Vous êtes donc directeur au lycée François de Sales à Gilly, et donc votre école a intégré le projet depuis 3 ans. Alors, la première question que j'ai à vous poser, c'est finalement quelles sont vos motivations à vous en tant que directeur d'établissement à rentrer dans ce projet? Oui, donc bonjour. Alors les motivations, elles sont diverses. Je dirais la première, c'est que le dispositif qui était proposé correspondait vraiment au projet éducatif et pédagogique de l'école, de mon école, du lycée François de Sales, parce qu'il y a une phrase dans le projet qui dit que l'équipe éducative met en place des pédagogies concrètes et innovantes. Et donc ça, il nous a semblé que c'était quelque chose qui répondait tout à fait à cela, avec aussi des ambitions numériques dans notre plan de pilotage. On a parlé de pacte d'excellence tout à l'heure, ça nous concernait aussi. Alors, le projet en lui-même avec le numérique, il me semblait que c'était assez évident qu'il y avait un enrichissement possible de nos méthodes et que c'était vraiment quelque chose d'avenir. Une petite particularité pour nous également, c'était que donc, mon école est à indice socio-économique faible, et on l'a aussi mentionné tout à l'heure, et donc les questions de fracture numérique nous touchent. On pense qu'il y a vraiment un enjeu démocratique à ce que nos élèves aussi prennent le train de la technologie, du numérique. Et donc ça a été aussi un gros facteur de motivation. Et enfin, le Covid a quand même été un accélérateur dans la mise en place. Je dirais ça a redoublé notre envie d'y aller. Et puis la rencontre avec EduKit, évidemment, et la possibilité de rentrer dans un dispositif quand même bien pensé, un peu clé sur porte quand même, avec des bonnes balises qui nous ont vraiment aidés. Donc je retiens 3 éléments. Le fait qu'il y ait une vulnérabilité numérique d'un certain nombre d'élèves, le fait qu'il y avait une solution qui vous était proposée, puis le fait que ça rentre vraiment dans la philosophie, en tout cas dans le projet pédagogique de l'école. Tout à fait. Peut-être une deuxième question pour vous, mais c'est de nous dire qu'est-ce que finalement le fait de rentrer dans ce projet, qu'est-ce que ça a changé en termes de dynamique d'apprentissage ou en termes de pratique, de développement de pratiques pédagogiques? Mais je dirais, nous, la base, l'apport principal, c'est l'équipement des élèves. Parce qu'on n'avait pas des familles qui étaient fort équipées en ordinateur. L'essentiel du numérique chez nos élèves, c'est surtout le smartphone. Donc ça, vraiment, c'était la base, avec un risque de piège, puisqu'il y a des ambitions quand même vraiment pédagogiques, de transformer l'apprentissage grâce au numérique. Et donc, il ne fallait pas non plus tomber dans le piège que, maintenant, on est équipé, c'est bon. Et là, le Covid a aussi été un piège, puisqu'il y avait la question de maintenir le contact. Et donc ça, on a été quand même assez vigilants. L'apport pédagogique en lui-même, je pense que ça dépend des enseignants et du rythme de chacun. Et d'ailleurs, moi, d'où je suis, c'est pas toujours évident d'arriver à l'identifier, mais je trouve que l'enquête le montre bien en termes de remédiation, de différenciation. Et alors, il y a quand même aussi tout un apport transversal, je dirais, d'aisance numérique ou d'aisance technologique. Et ça, je trouve qu'on le voit bien chez les élèves, dans l'utilisation des machines, dans les pratiques sur notre espace numérique de travail. Donc ça, je trouve que c'est assez net. Merci pour ce retour-là. Je pense vraiment, on a vraiment choisi de vous faire intervenir tous les deux, parce que je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes qui nous écoutent. Alors, Maria Pilar, j'avais une seconde question pour vous. Vous nous avez dit finalement comment le projet vous avait impacté, vous, en tant qu'enseignante, mais comment est-ce que ça a impacté vos élèves, tant positivement qu'éventuellement négativement, parce qu'on voit dans l'étude aussi certains points d'attention. Oui, moi je suis vraiment très positive et même enthousiaste. J'ai une classe de 4e, une classe nombreuse, 28 élèves, ils ont chacun leur ordinateur. Moi j'ai créé des parcours d'apprentissage pour que chacun puisse travailler à son rythme. Alors ils sont vraiment super concentrés, super motivés en classe. Il y a un seul problème, c'est que je m'ennuie. Voilà. Mais sinon, vraiment, je suis très, très satisfaite. Les élèves ont vraiment intégré
que l'ordinateur est vraiment leur outil de travail, mais ce qui est super important, c'est de varier les façons d'apprendre, de les surprendre. Je pense qu'il faut tout le temps un peu surprendre pour que les activités soient un petit peu différentes. Alors, il y a vraiment un tas de moyens aujourd'hui d'apprendre le vocabulaire et la grammaire de façon ludique. Et alors, je constate aussi, ça c'est important, que la différence entre les élèves traditionnellement bons et moins bons s'efface. C'est que parfois des élèves qui sont peut-être moins motivés à la base par les langues, cette approche les rend plus enthousiastes. Donc, je trouve ça fort intéressant. Un peu ce qui a été fait référence au plaisir d'apprendre. Oui, vraiment. Et puis, je peux comparer parce qu'il y a des classes dans lesquelles ils n'ont pas encore l'ordinateur. Donc, je vois vraiment... Vous voyez cet effet sur le... Enfin, c'est pas le long terme, mais en tout cas... Absolument. Et ce sont des élèves, en plus, j'ai 2 niveaux différents. J'ai une classe nombreuse, mais vraiment... je suis vraiment ravie et donc mais je continue chaque fois à chercher de nouvelles façons d'aborder les matières. En tout cas, on vous sent très, très enthousiaste et très emballé par le projet, mais je peux imaginer aussi que dans une école, il y a d'autres professeurs qui sont peut-être plus sceptiques, plus interrogateurs, qui pointent peut-être aussi les dangers ou des risques du numérique. Comment est-ce que vous avez reçu ça? Comment vous avez dialogué avec eux? Et puis, est-ce que vous avez essayé de les motiver pour rentrer dans le projet ou de les convaincre? Ça a été difficile ou pas? Enfin, comment... Oui, bien sûr. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, l'important, c'est de créer le besoin. Et en fait, de rendre ces besoins évidents et de mettre vraiment à l'avance ces énormes opportunités, toutes les choses qu'on ne peut pas faire sans les numériques. Je pense qu'il faut du temps. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis dans les numériques depuis longtemps. Et donc, il faut du temps, il faut accompagner et il faut une dimension qu'il faut beaucoup développer, c'est le partage. Moi, je suis fort en contact avec des enseignants étrangers, donc j'ai toujours trouvé qu'en Belgique, on avait du mal à partager ce qu'on faisait. Entre enseignants, on a comme ça une privacité parfois. Et donc, je pense qu'il faut vraiment encourager ça parce que c'est vrai que créer des ressources numériques, ça prend du temps, mais quand on les partage, alors on bénéficie de ce que les autres font. C'est naturel. Et donc, voilà, il faudra du temps, il faut une formation, il faut être patient, il faut encourager. Et il faut motiver, il faut enthousiasmer, je pense. Une dynamique de collaboration qui s'installe entre enseignants, mais j'imagine aussi entre élèves. Oui, tout à fait, entre enseignants. Maintenant, en plus, nous avons le travail collaboratif. Il faut peut-être donner plus d'importance à la formation numérique, parce que c'est vrai que comme enseignant, on est souvent, on nous demande beaucoup de choses différentes. Peut-être qu'à un moment donné, il faut donner la priorité à ça par moment pour vraiment, et introduire aussi un système de coopération, de partenariats entre des professeurs aussi de la même école et surtout de ces partages, parce que souvent ils disent mais ça prend du temps. Et c'est vrai que ça prend du temps. Et le problème aussi des formations, c'est qu'on a une formation une après-midi, mais le lendemain tu retournes en classe et tu n'as pas toujours le temps d'intégrer. Donc, j'ai pensé idéalement, mais évidemment, je ne sais pas si on peut faire ça. J'imagine une semaine numérique pour les enseignants dans lesquelles on est vraiment, on se forme, on partage, on crée des ressources. C'est intéressant parce que vous insistez sur un point auquel on ne pense pas spécialement quand on pense numérique, mais c'est vraiment que ce n'est pas le numérique comme une finalité, mais c'est le numérique comme changement de culture finalement entre enseignants et permettant des nouvelles possibilités de partage de cours. Absolument. Super, mais merci en tout cas pour votre enthousiasme et votre partage. Jean-Baptiste, j'avais encore 2 questions pour vous. Peut-être au regard de ce que Lionel a présenté, est-ce qu'il y a des résultats qui vous ont positivement ou négativement surpris, des choses qui vous ont fait un peu titer en disant tiens, ça oui, ça j'ai pu l'observer. Est-ce qu'il y a voilà, un élément ou un autre que vous avez relevé, que vous vouliez nous partager? Mais je dirais de manière générale, l'enquête, l'étude montre qu'on est dans le bon wagon. Et nous, ça a été vraiment une grande source d'enthousiasme de dire yes, on est dans un projet vraiment porteur d'avenir qui crée vraiment une très large adhésion. Donc ça, nous, on était vraiment très contents au sein de l'école. L'outillage 1 pour 1, pour nous, c'est vraiment fondamental. Et c'est vrai qu'à côté de ça, les vieilles salles info avec 20-25 PC, ça a l'air un petit peu désuet, même si ça peut parfois peut-être encore avoir un certain intérêt. Oui, le facteur motivationnel, ça semble assez évident. Et alors vraiment, en termes de pédagogie, l'enquête le montre bien, remédiation, différenciation. Et ça, c'est quelque chose que vous avez vraiment vu
qui a été vraiment mis en place au sein des cours? Vous avez vraiment eu des retours d'enseignants qui vous disent oui, on peut faire la remédiation, on peut faire la différenciation, parce que ça, c'est vraiment aussi un changement de suivi de l'élève quand même. Oui, alors ce qui est difficile là, c'est que chacun avance à son rythme. On n'a pas tous la même aisance par rapport à toutes ces technologies. Il y a la dimension chronophage, ça moi je l'ai vraiment bien en tête. Et je dis, il faut peut-être... Rome ne s'est pas bâti en un jour. Et d'un autre côté, l'intérêt du numérique aussi, c'est que très souvent, on construit un outil qui est pérenne. Une fois qu'il est construit, surtout, gardons-le. On met du temps à le construire, on ne fera pas tout la première année, mais surtout, réutilisons l'an prochain ce qu'on a construit cette année-ci. Moi, je trouve que c'est ça aussi l'intérêt. On sent bien que le projet, l'outil, le choix des machines, tout ça est pensé pour durer plusieurs années. Les espaces numériques de travail, même chose. Il y a quand même un investissement à long terme qui est important d'avoir en tête. Peut-être encore une dernière question. C'est vous, en tant que directeur, quel conseil vous pourriez donner à un autre responsable d'établissement? Conseil pour y aller, ou point d'attention vraiment que vous avez, vous, connu durant les 2-3 années du projet? Moi, je dirais la première chose, c'est il faut foncer, quoi. Moi, je trouve qu'il faut foncer parce que c'est vraiment... Il y a plein de potentiel et il me semble que c'est l'avenir. Et c'est un peu paradoxal, mais il faut aussi laisser le temps au temps parce que tout le monde n'avance pas au même rythme et qu'il y a des... Il faut s'y mettre, et ça, je pense qu'il faut l'accepter. Je pense aussi que ce qui est vraiment important, c'est de s'entourer d'une bonne équipe à tous les niveaux. Nous, on a une très chouette équipe d'e-référents qui s'est formée. On a un informaticien qui a pu mettre le réseau, les questions de bande passante, de Wi-Fi. On a un bon Wi-Fi. Tout ça, ça a été très fort soutenu par notre PO. Et alors, on a aussi un super staff administratif parce que... il y a aussi quand même des grosses questions organisationnelles, d'argent, de suivi de factures, d'obtention des bourses, de la subvention. Tout ça, c'est vraiment un mécanisme qui fonctionne bien, mais il y a un énorme travail derrière pour que ça marche. Quelque chose aussi, je pense, vraiment d'important à dire, c'est qu'il ne faut pas tout sacrifier au numérique. Je pense qu'il ne faudrait pas, je dis oui, c'est l'avenir, mais on ne peut pas faire, je pense, école égale numérique. Une école, c'est aussi des cours peut-être plus traditionnels. C'est la relation avec les élèves, sont des sorties, des voyages. Voilà, il n'y a pas que le numérique. On pourrait tomber dans ce genre de travers. Et alors la dernière chose, je pense, qui est vraiment un enjeu, c'est de garder cet idéal pédagogique, garder cette vision de la transformation du geste pédagogique, parce que ça peut vite devenir une question d'équipement, ça peut vite devenir... ça peut passer au second plan parce qu'il y a des grosses contraintes derrière. Mais donc, ce que j'entends aussi dans ce que vous dites, c'est, mais attention, pas une école numérique par défaut. C'est un élément parmi d'autres, comme la calculette s'est imposée il y a quelques années, ou le livre de géographie. C'est un outil en plus, mais c'est la pédagogie qui est derrière qui va déterminer ce qu'on en fait. Mais c'est primordial. Oui, mais je dirais que c'est quand même plus qu'une calculatrice parce que ça doit, je pense, transformer le rapport au savoir. Mais ce que je veux surtout dire, c'est que le numérique ne doit pas prendre toute la place. Et ça, on a eu des réticences de certains enseignants. En plus, vous imaginez, je parlais du Covid, tout ça est arrivé à ce moment-là aussi. Il y a aussi peut-être une fatigue ou un rejet à ce moment-là de dire oui, mais moi, je ne suis pas prof derrière un écran. Il y a un risque à ce niveau-là, et donc je crois qu'il faut vraiment répéter que c'est un enrichissement, un approfondissement plutôt qu'un remplacement. Et peut-être une toute dernière question. Est-ce que vous, en tant que directeur, vous avez l'occasion d'échanger sur ces questions-là avec d'autres directrices et directeurs sur les questions de votre transition numérique et de... Oui, tout à fait. Donc ça, le réseau dont je fais partie est assez attentif à ça. On sent qu'il y a vraiment la volonté de créer une culture du numérique inter-école avec une identité de notre réseau à travers un virage numérique. Donc ça, je pense que... vous sentez quand même un soutien du réseau absolument. Et une dynamique qui traverse ces différentes écoles et ces différents réseaux aussi. Tout à fait. Super. Merci à tous les deux d'être venus. Je pense que vous avez nourri et inspiré de manière très vivante une série de personnes qui nous suivent. Et donc voilà, j'espère que chacun d'entre vous qui nous suivez, et en particulier les enseignants, directeurs, directrices, ont pu s'inspirer de ce qui est dit et ont pu aussi, du coup, peut-être avoir encore plus envie de parcourir le rapport, de s'inspirer des leçons qui ont été tirées et peut-être, pour ceux dont ce ne serait pas encore le cas, de rentrer dans cette dynamique. Alors voilà, Daniel Verhoekstraat et Philippe Van Ophem nous rejoignent à nouveau sur le plateau. Donc on a une série de questions ici qui me sont arrivées, dont je vais prendre connaissance. Et donc, on a encore un quart d'heure pour échanger tous les quatre sur base des questions
j'allais dire des téléspectateurs, mais de ceux qui assistent au webinaire. Alors, peut-être une première question pour vous, Philippe et Daniel. Finalement, on a entendu la voix d'enseignant, la voix de directeur, la voix des élèves quand même par Lionel. On a peut-être moins parlé des parents. Donc peut-être comment est-ce que vous, qui avez été pas mal sur le terrain aussi, vous voyez finalement quels sont les retours que vous recevez des parents sur le projet EduKit, mais au-delà de ça, du fait que leurs enfants peuvent à l'école recourir au numérique peut-être plus que ce que vos enfants à vous n'ont pu dans leurs années passées. Ouais. C'était un point qui a été mentionné par Lionel dans sa présentation. C'est important de mobiliser tous les acteurs de l'école quand on démarre un projet comme celui-là. Et c'est vrai qu'on a eu l'occasion de faire beaucoup de réunions de parents, de rencontrer énormément de parents. Et c'est vrai qu'au départ, on n'était pas 100% sûr de quel serait le retour. Aujourd'hui, on peut dire avec l'expérience que le retour est extrêmement positif. Et ce qui nous a frappé, c'est que ce retour il est d'autant plus positif que l'école est dans une situation socio-économique plus difficile. Et je me rappelle, entre autres, une des premières écoles avec laquelle on avait démarré, avec un public dont tout le monde ne parlait pas forcément français, mais certains parents étaient déjà venus avec une petite enveloppe avec 20 € pour être sûr que leur jeune pourrait être à bord du projet. Donc on sent que ça répond vraiment à un souhait que, surtout pour des parents qui sont en difficulté par rapport au numérique, eh bien, leurs enfants bénéficient du soutien de l'école pour pouvoir acquérir ces compétences dont ils vont vraiment avoir besoin pour la suite de leur parcours. Donc ça, c'était quelque chose qui nous a vraiment frappé. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de questionnements aussi, parfois d'autorités publiques, sur le fait d'avoir une contribution de la part des familles à l'achat du matériel, ce qui était un point quand même assez sensible. On s'est rendu compte qu'en fait, surtout grâce au cofinancement, au soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, eh bien, ce modèle de cofinancement permettait aux familles de rentrer dans ce dispositif, surtout qu'il y a un fonds de solidarité qui est quand même assez généreux, qui permet de financer le matériel pour les familles qui ont plus de difficultés. Et ça, c'était vraiment très important pour nous que ce projet soit bien un vecteur d'intégration numérique et pas de mettre certaines familles, certains élèves en difficulté par rapport à ça. Donc ça, c'était vraiment quelque part le retour principal qu'on a eu des parents. Peut-être rajouter un petit point. On s'est rendu compte que dans pas mal de familles, c'était le premier ordinateur qui rentrait en fait dans la cellule familiale. Et que c'était un enjeu quand même vachement important pour ces familles-là, de se dire non seulement il y a un ordinateur qui va rentrer, mais en plus il y a un jeune qui le maîtrise, qui va pouvoir nous montrer comment faire certaines choses purement administratives sur le site de la commune, par exemple. Et donc ça a eu un impact quand même assez important à ce niveau-là, qu'on n'avait pas du tout anticipé au départ du projet. Alors, je vois, Lionel, qu'il y a une question d'éclaircissement. Une personne qui demande qu'est-ce qu'une machine homogène. Peut-être pouvez-vous rappeler ce qu'on entend par là. Une machine homogène, c'est une machine qui... Excusez-moi, je ne m'adresse pas au public. Une machine homogène, c'est la même machine pour tout le monde. Je ne vais pas citer de marque, mais prenons tel type d'ordinateur par rapport à un autre type d'ordinateur. Si on parle de machine homogène, il faut que ce soit le même ordinateur pour tout le monde, finalement. Voilà, avec les mêmes composantes, avec les mêmes logiciels intégrés, avec les mêmes systèmes d'exploitation, ce genre de choses. C'est ça une machine homogène. Voilà. Alors, une question qui concerne la Fondation, c'est est-ce que le rapport est disponible? Et donc oui, le rapport est disponible en ligne. Voilà. Vous pouvez aussi commander des versions papier. Vous pouvez nous écrire sur l'adresse générique de la Fondation. Alors une autre question pour vous, c'est Serge qui dit c'est vraiment chouette comme projet, mais qui finance tout ça? Les politiques, ils passent et puis il n'y a pas toujours une continuité dans les politiques qui sont menées. Voilà. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur qui finance ça aujourd'hui, qui financera ça demain? Est-ce que c'est réaliste? Alors le financement, d'abord de l'ASBL, parce qu'on a travaillé quand même, on était 8 à 9 personnes à un moment full-time. Donc là, l'ASBL est financée par des philanthropes, dont entre autres la Fondation Ramondouin. J'en profite pour les remercier parce qu'ils nous ont beaucoup aidés. Donc ça, c'est pour le financement de l'ASBL qui nous a permis d'offrir tous les services gratuitement à toutes les écoles. Donc tout l'accompagnement qu'on a offert aux écoles pendant 4-5 ans là, a été fait de manière totalement gratuite pour des raisons très simples, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dans les écoles pour ça, et donc c'était important qu'on puisse le financer par ailleurs. Alors maintenant, pour que le modèle puisse passer à l'échelle, le fait que la Fédération Wallonie-Bruxelles
ait pris le projet à bras-le-corps et ait décidé d'allouer des enveloppes quand même importantes, plus ou moins 15 millions d'euros par an, qui vont être alloués pour cofinancer le matériel des jeunes. L'objectif, c'est qu'à terme, les 360 000 élèves du secondaire soient équipés d'un ordinateur et puissent s'en saisir en classe quand ça a du sens. Un petit point important pour nous, l'ordinateur n'est pas là pour être utilisé tout le temps. Il est là pour être utilisé quand ça a du sens. Et la personne qui décide si ça a du sens, c'est le prof. Et donc, il passera une partie du temps dans le cartable. Et c'est pas grave, c'est comme ça. Et si on arrivait à une solution où ils sont devant leur ordinateur tout le temps, en fait, on a tous raté notre coup. Donc, c'est vraiment très, très important que cet ordinateur soit considéré comme un outil, rien d'autre qu'un outil, mais un outil quand même très puissant. Merci Philippe. Alors, une question peut-être plutôt pour Lionel. Alors, j'essaie de retrouver le nom de la personne. C'est de Nicolas. Est-ce qu'il existe des balises pour construire une charte d'utilisation du numérique à visée pédagogique et qui sera à construire avec les élèves? Est-ce qu'il y a déjà des balises existantes? Est-ce que les écoles qui veulent construire cette charte peuvent se reposer sur un travail qui aurait déjà été fait par certaines écoles ou par d'autres autorités? C'est une excellente question qui mériterait d'être effectivement creusée. Malheureusement, je n'ai pas de réponse à donner directement par rapport à cette interrogation, mais je vois que Daniel Philippe... Je pense que c'est vraiment important à ce niveau-là de profiter de l'expertise qui existe maintenant dans les réseaux. Donc chacun des réseaux a pu engager ces dernières années des technopédagogues qui ont vraiment une expertise par rapport à ça. Et donc j'encourage vraiment les écoles à faire appel aux réseaux auxquels elles sont affiliées, parce que ce type de charte ou de modèle de charte, de base de travail, sont existantes. Et à partir de là, effectivement, il peut y avoir un travail très intéressant qui est fait avec les élèves, entre équipes enseignantes, etc. Mais la base existe et il y a une expertise au niveau des réseaux qui est important de mettre en avant. Si je peux me permettre, oui, bien sûr. Peut-être qu'on parle de chartes à différents niveaux, encore une fois. Il y a la charte d'utilisation. Si je parle d'une étiquette, par exemple, c'est la manière de s'exprimer quand on utilise un ordinateur, la manière très convenue d'établir un mail, par exemple, ce genre de choses. Mais on peut imaginer aussi une charte d'utilisation. Ah ben non, pas entre telle heure ou telle heure. Donc, il faut le voir à différents niveaux, je pense, cette charte. Et autant au niveau micro, finalement, au niveau de ce qui se passe en classe, que du niveau plus institutionnel, plus global, qui va permettre de pouvoir voir à un moment donné, telle charte correspondra mieux à tel établissement ou à telle structure par rapport à une autre charte qui serait plus globalisante. Et là, je pense que l'intervention de Daniel complète assez bien ce qu'on est en train de dire ici. Donc voilà, si on a pu apporter une petite piste, voilà. Super, merci. Alors, il y a une question qui est anonyme, mais qui nous arrive quand même, qui est quelle est la suite en fait qui sera donnée au projet? Je pense qu'ils font référence aussi au fait que la SBL va se dissoudre, mais du coup, vous allez, j'imagine, l'expliquer. Voilà. Donc, effectivement, la SBL termine ses activités maintenant en fin d'année scolaire, parce que l'objectif était de lancer un projet qui soit le plus systémique possible, c'est-à-dire que les acteurs du système s'en saisissent, ce qui est le cas vu que la Fédération de Bruxelles met les investissements nécessaires et que tous les réseaux ont recruté cette quarantaine de technopédagogues pour poursuivre le projet. Donc ça, c'était très, très important. Et surtout que c'est important pour nous que ce ne soit pas une ASBL qui continue à porter le numérique dans les écoles. Donc ça va continuer avec tous ces gens-là. Nous, les écoles avec lesquelles on est encore en activité cette année, on organise là, des réunions dans les deux mois qui viennent avec les technopédagogues du réseau et notre technopédagogue à nous pour faire le transfert pour les écoles où il y avait un peu moins de suivi du réseau. Mais déjà, beaucoup d'écoles ont été prises en charge par les réseaux eux-mêmes. Et beaucoup de réseaux ont pris maintenant des dispositions avec des conférences et autres auprès de leurs différentes écoles pour montrer qu'est-ce qui est faisable, comment eux ont envie de décliner la solution et pour faire en sorte que dans les 2-3 ans qui viennent, l'ensemble des écoles qui le désirent puissent passer dans ce modèle-là. Super. Donc ça, c'est au niveau de la SBL, mais au niveau plutôt de l'évolution des politiques, comment, à la suite du projet, c'est la suite du projet de la SBL, mais aussi c'est la suite de l'évolution. Il y a deux dimensions, vraiment. Il y a la dimension à la fois d'accompagnement des écoles qui ne seraient pas encore rentrées dans le dispositif ou qui doivent continuer à approfondir les compétences des équipes enseignantes. Et là, c'est important qu'il y ait des ressources. Et effectivement, elles se trouvent au niveau des réseaux. C'est les 42 technopédagogues mentionnés par Philippe. Et puis, il y a la dimension de soutien pour l'acquisition du matériel. Et donc là, la Fédération Wallonie-Bruxelles s'est engagée à avoir un soutien pérenne de 15 millions par an pour cofinancer le matériel et soutenir les familles qui avaient plus de difficultés à ce niveau-là. Donc là, on est vraiment dans une approche où, pas one shot, on fait quelque part un petit coup de pouce aux écoles une fois. Non, on est dans un dispositif qui est prévu pour permettre un changement
dans l'équipement des élèves sur la durée, et ce qui permet réellement aux enseignants d'adapter leurs cours, puisque c'est c'est une condition essentielle. Pour que les enseignants fassent cet effort-là, il faut évidemment qu'ils soient conscients que leurs élèves, l'année prochaine et l'année suivante, et les années suivantes encore, auront également la possibilité d'avoir du matériel à disposition. Oui. Peut-être encore une autre dimension, c'est la dimension plus infrastructure. Donc dans les écoles, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, pour avoir un projet qui fonctionne comme ça, il faut du Wi-Fi, il faut des projecteurs. Et là, au niveau des régions, en fait, il y a des budgets qui ont été mobilisés auprès de l'Europe, entre autres, qui permettent d'assurer que dans les années qui viennent, les écoles vont pouvoir être fournies en matériel de connectivité ou en matériel de projection pour assurer que ce type de projet puisse être soutenu par les régions également. C'est très clair. Alors une autre question qui nous arrive de Sébastien, c'est, et vous l'avez un peu évoqué Daniel, c'est quelle est la garantie qu'on a ou que vous avez ou que les écoles ont, que la Fédération Wallonie-Bruxelles va continuer à financer ce type d'équipement dans les années à venir. Je pense que c'est très important, justement, l'étude qui a été réalisée par l'Université de Liège, parce que ça permet de montrer que cette modalité de soutien public au numérique dans les écoles, c'est une modalité qui, pour le même type de budget que ce qui avait été dépensé depuis une quinzaine, vingtaine d'années, permet vraiment d'aller vers un équipement de tous les élèves. Et on voit les répercussions positives mises en avant, entre autres, dans la présentation de Lionel, sur la fréquence d'utilisation, sur les pratiques pédagogiques. Et donc, vraiment, je pense que tout le monde est aujourd'hui de plus en plus conscient que cette modalité d'équipement des élèves est la bonne modalité pour le long terme. Mais on sent que, au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a cette prise de conscience des différents partis qui font partie de la majorité à ce niveau-là, et un souhait de l'ensemble de ces acteurs de prolonger et de faire en sorte que l'investissement des enseignants dans cette voie-là soit vraiment récompensé dans la durée. Oui, peut-être un petit point, c'est notre credo depuis le début, mais qu'on voulait prouver en fait avec ce projet, c'était qu'en équipant l'élève, en fait, de facto, on équipe l'école, alors que depuis 20 ans, on équipe l'école et ça n'équipe absolument pas l'élève. Et donc, on a inversé la manière de fonctionner et le résultat est clairement là. Pour des budgets tout à fait comparables, en fait, on a tout élève qui peut être équipé d'un ordinateur et se saisir de toutes ses compétences. Une autre question de Abdoulaye pour vous, Lionel. Est-ce qu'il y a eu, dans les projets qui ont été lancés, des écoles qui ont abandonné? Et si oui, quel suivi a été fait de ces écoles-là? Alors, au niveau des chiffres, on a pu avoir l'entièreté finalement des chiffres des différentes écoles selon les différentes années, hormis une école qui n'avait pas eu l'occasion de nous soumettre alors les différents questionnaires pour des raisons d'ordre structurel, qui n'avaient pas eu l'occasion par rapport à des problématiques qu'elle rencontrait au sein même de l'établissement, que pour pouvoir être prise en considération. Mais voilà, je pense qu'on a effectivement eu le suivi global de l'ensemble des écoles qui ont participé au projet dès leur début, finalement, dès le début de leur entrée dans le projet rentrée numérique. Ça, c'est pour les écoles qui ont fait objet de l'évaluation. Oui. Mais est-ce que dans les écoles, on parle d'une centaine d'écoles qui ont suivi le modèle? Est-ce qu'il y en a qui ont abandonné? Alors, il n'y a pas d'école, en tout cas, qu'on connaisse qui est abandonnée. Par contre... Ils ne vous ont peut-être pas informé. Ils ne nous ont pas appelé pour le dire, non, ce n'est pas le cas, je crois. Non, par contre, ce qui se passe, c'est qu'on a toujours poussé les écoles à démarrer de manière la plus concrète possible, mais sans prendre un trop grand risque. Donc, en général, ils démarraient 1 ou 2 années du secondaire à la fois. Et donc, il y a pas mal d'écoles qui ont démarré, par exemple, je sais pas moi, en 2019 avec la 4e secondaire. Et ces écoles-là, aujourd'hui, ont toutes les années qui sont équipées. Donc, c'est progressif, la mise en place du projet. On essaye de ne pas faire une révolution totale de l'école, sinon c'est trop compliqué à gérer. Mais ce qu'on voit, nous, c'est que toutes les écoles continuent à utiliser le modèle et à équiper les nouveaux élèves qui arrivent. On n'a pas d'écoles qui ont arrêté. Ouais. Ok. Au niveau des... Donc, il y a une question de Tania sur la liste des établissements. Est-ce que la liste des établissements qui ont fait l'objet de l'évaluation, mais aussi, j'imagine, qui sont... Donc, c'est cette centaine d'écoles qui sont dans le projet. Est-ce que cette liste est disponible pour aussi que les autorités publiques puissent avoir une sorte de mapping, de cartographie des écoles Tout à fait. Donc, avec l'ensemble des réseaux de l'enseignement, on a créé un site web qui s'appelle 1pour1.be, sur lequel il y a donc 1 en chiffres en lettres et 1 de nouveau en chiffres.be, qui permet avec une carte
qui reprend la centaine d'établissements qui sont vraiment dans le dispositif, avec les coordonnées de contact. Et vous verrez que, pour ceux qui ont sur ce site, qu'il y a effectivement une grosse diversité géographique, une grande diversité dans les réseaux qui sont impliqués dans le dispositif. Il y a également une grande diversité dans l'analyse socio-économique des écoles qui ont participé. Donc on a vraiment cherché dans ces dernières années à avoir un maximum d'écoles différentes qui puissent servir de référence à de nouvelles écoles qui auraient envie de se lancer dans le dispositif. Donc j'encourage tout le monde à effectivement aller consulter ce site 1pour1.be. Donc j'entends que le site existe déjà et que les coordonnées des chefs d'établissement, éventuellement des référents numériques, est disponible. Ça permet éventuellement à d'autres écoles de la province qui souhaiteraient faire des visites ou aller s'inspirer, discuter avec des collègues, pourraient prendre contact. Tout à fait. Ça. Il y a également un onglet avec toutes les coordonnées des personnes responsables dans les différents réseaux. Et donc chaque école peut, suivant son réseau, trouver la personne de contact qu'elle a envie de prendre son téléphone et avoir plus d'informations concrètes. Super. Alors, il y a des questions qui continuent à nous arriver. On approche doucement de 18h, donc on va terminer d'ici 2-3 minutes. Mais encore 2-3 questions. Une question de Mélanie sur est-ce que finalement ce modèle peut aussi s'appliquer à la promotion sociale? Est-ce qu'il y a eu des cas dans la centaine d'écoles? De mémoire, il n'y en a pas dans l'évaluation. Est-ce que ça pourrait s'appliquer ou pas? Est-ce qu'il y a eu des demandes aussi en enseignement supérieur? Voilà, évidemment, c'est des réalités différentes. Mais... Ouais. Alors, on n'a pas, nous, eu directement l'expérience de la promotion sociale. Maintenant, il est clair que des formes d'enseignement où il y a à la fois éventuellement une présence en classe et en même temps d'autres expériences qui se font sur le terrain pourraient bénéficier grandement d'avoir un lien numérique qui permet d'avoir cette continuité. On n'a pas vraiment d'expertise sur cette question de la promotion sociale. Pour ce qui est de l'enseignement supérieur, c'est aussi une autre dynamique. Et je pense que chaque niveau d'enseignement a ses spécificités. C'est important de trouver le modèle qui correspond le mieux à ce niveau-là. Nous, on s'est vraiment focalisé sur l'enseignement secondaire. Et la réalité du primaire, par exemple, est encore très différente. C'est là-dessus qu'on peut vraiment s'exprimer. Alors, encore une question d'Elinor. Mais finalement, vous, Philippe et Daniel, qu'est-ce qui, au départ, vous a motivé à lancer en fait ce projet Rentrée numérique? Vous avez dit que vous êtes des entrepreneurs, mais voilà, quels étaient... Alors, c'est une très très bonne question. Ce qui nous a motivés, c'est que Daniel et moi, on était déjà cofondateurs d'un projet à Bruxelles qui s'appelle Bicentral, dont l'objectif est de réduire la fracture numérique en Belgique. Et il y a énormément d'initiatives qui sont nées au sein de Bicentral pour faire ce genre de pas et d'aider des gens qui ont raté le train du numérique de pouvoir le prendre à différents niveaux, que ce soit des adultes, que ce soit des enfants. Voilà. Mais il n'y avait rien qui existait dans le secondaire. Et Daniel et moi, on avait tous les deux 4 enfants chacun dans le secondaire ou autour du secondaire. Et on se rendait compte en fait qu'il y avait vraiment un manque crucial de formation au digital à l'école. Et on est convaincu que c'est le seul endroit où on peut vraiment faire en sorte que tout le monde y ait accès. Et donc c'est ça qui nous a motivés. Bicentral d'un côté, notre envie en tant qu'entrepreneur de dire on avait envie de démarrer un projet plus sociétal, mais en mode entre guillemets start-up, c'est-à-dire mettre les mains dans le cambouis et tester des choses. Il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui n'ont pas marché. Mais voilà, aujourd'hui, on croit qu'on est arrivé avec un résultat qui tient bien la route. Et donc, on est très content de le voir se perpétuer dans le système sans nous, dorénavant. Oui, et peut-être aussi, juste rajouter que ça a été un bonheur ces dernières années de travailler avec tous ces acteurs. On parlait des réseaux qui ont joué un rôle très important, la Fondation pour l'enseignement, la Fondation Rambouillet, les différents acteurs politiques avec lesquels on a pu échanger, l'Université de Liège, toutes les écoles. Et donc c'est vrai que ça, c'était aussi quelque part une partie très enrichissante de ce projet, de travailler ensemble à cet objectif global. En effet, pour avoir travaillé avec vous depuis 4-5 ans et avec le CRIFA aussi, c'était vraiment un plaisir de rencontrer les entrepreneurs sociétaux que vous êtes et de vous suivre dans ce projet. Mais voilà, on a dépassé de 3 minutes le temps prévu. Mais donc, on arrive à la fin du webinaire. J'espère vraiment de tout cœur, au nom de la Fondation, que ce webinaire, les échanges, la présentation du rapport vous auront inspiré et que cela nourrira votre action, soit dans les écoles, dans vos établissements, soit là où vous avez des responsabilités. La Fondation reste évidemment à votre écoute si vous souhaitez nous interpeller sur cette thématique. Je rappelle que l'entièreté du rapport est disponible en ligne. Et donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à chacun et à chacune vraiment une excellente soirée. Et à bientôt.